D'habitude, quand le monde de la tech commence à murmurer l'expression de crise mondiale d'approvisionnement, c'est la panique totale à bord. Ah oui, c'est clair, c'est le signal que les chaînes de production vont s'arrêter net. Ouais, que les marges vont fondre et que les investisseurs vont s'enfuir en courant. Mais aujourd'hui, on va décortiquer des documents qui racontent une histoire diamétralement opposée. Exactement. Et ça vaut le coup de s'y pencher. On plonge dans les résultats financiers du premier semestre de l'année fiscale 2026 d'OVH Cloud. C'est tout frais, ça date du 9 avril 2026. Et ce qu'on y découvre, c'est comment ce géant européen du cloud a littéralement transformé une pénurie mondiale de composants informatiques en véritable arme stratégique. Et la mission de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est justement de démonter cette mécanique qui est assez complexe en fait. Il ne s'agit pas du tout de survoler un simple bilan comptable, quoi. Non, surtout pas. On veut vraiment comprendre comment une entreprise arrive à dégager des marges d'historique, à racheter des techno-d'IA de pointe et même à créer un cloud dédié à la défense. Ouais. Et tout ça dans un environnement macroéconomique que le rapport lui-même décrit comme ultra tendu. Pour bien capter le niveau de risque de leur stratégie, j'ai une petite image en tête. Imagine un maître boulanger dans un grand village. Ok, je t'écoute. Il avant qu'une immense pénurie mondiale de blé va frapper. Au lieu de réduire sa production ou de s'inquiéter, il prend une décision radicale. Il achète discrètement toute la farine disponible dans la région. Ah ouais, carrément. Il vide sa trésorerie pour ça. Le risque est monumental. Si la pénurie n'arrive pas ou si la farine pourrit, il fait faillite. Mais si la crise frappe, non seulement il continue à faire son pain, mais il devient le seul boulanger de la région à pouvoir nourrir tout le monde et au passage, le plus rentable. C'est une super analogie en fait. Ça illustre bien le coup de poker. Mais la nuance ici, c'est qu'on parle de serveurs et de disques durs, pas de farine. C'est ça. Et avant d'aller fouiller dans ces rouages logistiques et matériels, il faut impérativement qu'on regarde les chiffres globaux. C'est la seule façon de comprendre l'ampleur de cette rentabilité. Alors, plongeons dans ces fondations financières. Les documents annoncent un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros pour le semestre. C'est une croissance organique, ce qu'ils appellent le LFL, de 5,5%. C'est solide, ouais. C'est solide, mais en fait, c'est pas ce chiffre qui crève l'écran. Ce qui saute aux yeux, c'est la rentabilité opérationnelle. L'EBITDA ajusté, il atteint 227 millions d'euros. Ouais, et c'est un record depuis leur entrée en bourse, il faut le préciser. Exactement. Ça représente une marge de 40,9%. Ils ont carrément gratté 90 points de base par rapport au premier semestre de l'année précédente. Et pour couronner le tout, le résultat net repasse dans le vert à 7,2 millions d'euros. Ce qui est énorme quand on sait qu'ils étaient sur une perte de presque 7 millions au semestre précédent. Du coup, comment ils ont fait pour retourner la situation aussi vite ? Ces chiffres, ils racontent une vraie histoire d'efficacité industrielle. Améliorer sa marge en plein contexte d'inflation, c'est ce qu'on appelle un excellent levier opérationnel. Donc ils ont réussi à déconnecter leurs revenus de leurs coûts en gros. C'est exactement ça. Ils ont drastiquement réduit le poids de leurs coûts directs, surtout sur le web cloud. Et, point très important, ils ont fait baisser le coût de l'électricité en pourcentage du chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est crucial quand t'as des millions de serveurs qui tournent jour et nuit. Totalement. En langage clair, après avoir payé leurs frais de fonctionnement quotidiens, il leur reste de l'argent réel. Le flux de trésorerie disponible avant impôt, le fameux Unlevered Free Cash Flow, il est positif à plus de 32 millions d'euros. Ce qui est quand même super rare dans l'infrastructure pure, non ? Généralement, ça engloutit tout le cash. C'est rarissime, oui. Et la répartition géographique est hyper intéressante aussi. La France domine toujours avec 48% des revenus. Ouais, avec 5% de croissance. L'Europe hors France suit à 29%, mais c'est vraiment le reste du monde qui tire la croissance vers le haut. Plus de 9,5% d'augmentation. Et ça représente 23% de leur chiffre d'affaires avec une très belle dynamique aux États-Unis, c'est ça, hein ? Voilà, ça valide leur capacité à s'exporter, quoi. D'accord. Mais attends, il y a un truc dans la répartition par produit qui me chiffonne vraiment quand je lis les sources. Vas-y, dis-moi. Le cloud privé, ça représente 60,6% de tout l'argent qui rentre. C'est le pilier absolu de la boîte. Mais ce segment-là, il ne croît que de 3,4%. Ouais, je vois où tu veux en venir. Et en plus, ils assument dans le rapport avoir perdu 2 gros clients dans le secteur corporate, ce qu'ils appellent un churn. Y a-t-il pas un risque majeur de vulnérabilité si ton pilier central stagne comme ça ? Ouais, c'est le piège classique quand on analyse les géants de la tech, en fait. On s'attend toujours à ce que tout explose de 30% chaque année. Bah ouais, on est habitué aux courbes qui montent jusqu'au ciel. Sauf qu'en réalité, le cloud privé d'OVH Cloud, c'est pas un modèle qui meurt, c'est une vache à lait. C'est ultra stable. La stratégie, c'est pas d'y chercher une croissance folle, mais de s'en servir de socle. Donc, ils acceptent que ça grandisse doucement. Oui, d'ailleurs, les 2 pertes de clients corporate, elles sont liées à des réorientations stratégiques internes de ces clients-là, pas à un défaut technologique.
Et pour compenser ce fameux repositionnement de l'entrée de gamme mentionné dans le rapport, ils sont hyper agressifs sur l'acquisition. Comment ça se traduit dans les chiffres, ça, point? Ils annoncent plus de 12% de nouveaux clients starters en bare metal, donc sur les serveurs physiques purs. Ah, donc ils remplacent 2 immenses locataires qui partent par une armée de petits locataires. Exactement. Le cloud privé, il maintient le navire à flot. Ok. Mais si le cloud privé fait juste flotter le bateau, qu'est-ce qui explique la croissance globale? Parce que le cloud public, lui, il affiche une croissance fulgurante de 15,1%. Et ça représente plus de 21% de leur CA. La réponse, elle est dans le virage stratégique qu'ils sont en train de prendre. C'est là qu'on trouve les nouveaux produits et les contrats massifs. Ouais, le rapport parle carrément de la création d'une verticale défense. Et c'est pas juste un mot à la mode, ils construisent une offre dédiée qui s'appuie sur Secnum Cloud. C'est le plus haut standard de sécurité en France, hein, non? Tout à fait. Et ils développent en ce moment même une plateforme de chiffrement de bout en bout pour répondre aux exigences, je cite, de grade militaire. SAD militaire, rien que ça. Et on retrouve ce côté un peu paranoïaque dans l'IA aussi. Ah oui, le fameux Lab AI et l'acquisition de Dragon LLM. Arrêtons-nous là-dessus 2 secondes. Le rapport parle d'IA agentique verticalisée. Pour imaginer un peu, l'IA grand public, qu'on connaît tous, c'est un peu comme une encyclopédie ouverte au milieu d'une place publique. Ouais, tout le monde vient la consulter. C'est ça, tout le monde tape dedans. Alors que l'offre de Dragon LLM et cette IA agentique, j'ai l'impression que c'est plutôt un archiviste expert enfermé dans un coffre-fort de qualité militaire. C'est une très bonne image. Et cet archiviste, il ne travaille que pour une seule personne, de manière ultra sécurisée, et il n'a pas accès au monde extérieur. C'est exactement le concept. Et ça explique le pourquoi de leur stratégie. En combinant la sécurité militaire, le chiffrement, Secnum Cloud, avec les capacités de l'IA agentique, OVH Cloud montre qu'ils ne cherchent pas du tout à concurrencer les modèles généralistes américains. Ils s'en fichent de faire une IA qui écrit des poèmes, quoi. Voilà. Ils visent des secteurs critiques, les États, la défense, les très grandes entreprises. Pour eux, la souveraineté et la confidentialité absolue des données, c'est pas des options, c'est des prérequis non négociables. Ils déploient même une nouvelle génération qu'ils appellent WebAI. Et on le voit aussi avec la signature d'un contrat stratégique majeur avec Alchemy. Oui, la plateforme blockchain mondiale. Exactement. Pour faire tourner une infrastructure comme Alchemy ou des intelligences artificielles hyper sécurisées, il faut une puissance de calcul absolument massive, des serveurs bare metal à haute disponibilité. Et c'est là précisément que le contexte mondial est venu percuter leur plan de plein fouet. Ah, on en arrive au fameux coup d'échec sur le matériel. Le rapport dévoile un point opérationnel majeur. OVH Cloud a volontairement front-loadé, donc anticipé massivement ses dépenses d'investissement au premier semestre. Et pas qu'un peu, on parle de CAPEX qui ont atteint 43% de leur chiffre d'affaires sur le S1. 238 millions d'euros dépensés d'un coup, et dont 27% alloués uniquement à l'achat de hardware, de serveurs physiques. La raison, c'est cette fameuse crise mondiale des composants de mémoire et de disques. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Dépenser 43% de ses revenus semestriels sur de la ferraille, sur du matériel physique en pleine incertitude macroéconomique, c'est pas un pari extrêmement risqué? Risqué, oui et non. Si, imagine qu'ils se retrouvent avec des hangars remplis de disques durs dont la valeur s'effondre du jour au lendemain. Ou pire, si la demande des clients chute d'un coup. Je comprends l'objection. Mais en analysant le modèle, on se rend compte que c'est hyper ingénieux. C'est pas de la spéculation aveugle. C'est quoi alors? C'est une couverture vitale contre le risque de rupture de service. Dans l'industrie du cloud, si tu peux pas fournir un serveur instantanément à un client scalaire ou corporate qui sont leurs cibles prioritaires, ça coûte infiniment plus cher sur le long terme que le coût de stockage de quelques composants. Donc le vrai risque, c'est de perdre le client, pas de stocker du matériel. Exactement. Surtout que l'impact financier de l'inflation exceptionnelle sur les composants, le rapport le chiffre à environ plus 50 millions d'euros. Ah oui, donc s'ils avaient attendu, ils auraient payé 50 millions de plus pour la même chose. Voilà, en achetant en avance, non seulement ils ont maîtrisé cette inflation et sécurisé l'approvisionnement pour les clients actuels, mais ils ont déjà sécurisé tout le stock pour l'année fiscale 2027. Attends, ils ont déjà les serveurs pour l'année prochaine. Ouais, ce qui représente un impact de moins 50 millions d'euros qui est déjà financé spécifiquement. Et ils estiment même que cette manœuvre a généré environ des millions d'euros d'économies nettes pour l'année fiscale 2027. C'est quand même un sacré tour de passe-passe logistique. Ils optimisent l'existant. Les efforts d'augmentation de la densité des serveurs prouvent qu'ils rentabilisent chaque mètre carré. Ouais, ils réutilisent les baies métalliques pour entasser plus de machines.
Et c'est pour ça que la nouvelle prévision, la fameuse guidance des CAPEX pour toute l'année fiscale 2026, elle redescend logiquement entre 33% et 35%. Le gros de l'orage des dépenses est passé. Ok, je comprends la logique industrielle. Mais acheter tout ce matériel en avance, ça demande une trésorerie colossale. Comment ils ont financé cette manœuvre super agressive sans détruire leur bilan financier? Curieusement, le bilan reste extrêmement solide. Ah bon? Avec 238 millions sortis d'un coup, Ouais. la dette nette s'élève à 1 125 millions d'euros, c'est vrai, mais le levier d'endettement reste hyper maîtrisé à 2,6 fois. D'accord, c'est très correct pour ce secteur. Ils ont une forte liquidité disponible de 236 millions d'euros. La structure de leur dette, en fait, elle est verrouillée sur le long terme. Le taux d'intérêt moyen est de 4,4%. Et surtout, j'ai vu qu'ils n'avaient aucun remboursement majeur prévu avant l'année fiscale 2030. Ils ont un boulevard devant eux. C'est ça, ils s'appuient sur des financements innovants. Il y a une émission obligataire de 500 millions d'euros. Noté BB- par S&P et B3 par Moody's, avec un taux fixe de 4,75% et une échéance en 2031, si je me souviens bien des sources. Exact. Mais le point le plus remarquable, c'est l'utilisation de financements liés au développement durable. Ouais, parlons-en de ça. Le rapport mentionne un green loan, un prêt vert de 450 millions d'euros, et un autre prêt lié au développement durable de 200 millions. C'est pas rien, c'est le premier prêt de ce type conforme à la taxonomie de l'Union européenne pour un acteur européen du cloud. Franchement, est-ce que c'est pas juste une super astuce financière à la mode? Je veux dire, est-ce que la techno est vraiment plus écolo, ou c'est juste du greenwashing pour gratter de meilleurs taux d'intérêt auprès des banques? C'est une question légitime. Mais en fait, ça fait la synthèse parfaite avec ce dont on parlait juste avant. Ce n'est pas qu'une astuce. Pourquoi? Parce que, pour être conforme à la taxonomie ultra stricte de l'UE, OVH Cloud doit prouver mathématiquement l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Ah, donc ça se connecte à l'optimisation physique des centres de données. Absolument. La réutilisation des baies, la densification des serveurs, la baisse des coûts d'électricité en pourcentage du CA qu'on a vu au début, tout ça, c'est pas que financier. Le modèle financier vert récompense directement et concrètement l'efficacité de leur modèle industriel. Donc, parce qu'ils gèrent super bien leur électricité et leur chaleur, l'Europe leur donne accès à de l'argent moins cher. C'est l'idée. C'est l'industrie physique qui valide la finance verte. Eh ben, c'est impressionnant de voir comment tous les engrenages s'emboîtent. Si on résume la mission de notre analyse aujourd'hui, les résultats de ce premier semestre de l'année fiscale 2026 dressent un portrait fascinant. Ouais, on a affaire à une entreprise qui a relevé ses prévisions avec des objectifs annuels entre plus 5 et 7% de croissance organique et un unlevered free cash flow positif. Et ils réussissent ce grand écart incroyable, conjuguer une anticipation brutale, très physique, des contraintes matérielles, la fameuse crise du hardware, avec une montée en gamme vers des secteurs virtuels hautement stratégiques. Le cloud de défense, Dragon LLM, Alchemy. Voilà. Et ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice pour tous ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On vit à une époque où toutes les entreprises technologiques veulent devenir purement logicielles, immatérielles, invisibles. On parle du cloud comme d'un nuage magique. Pourtant, le succès spectaculaire d'OVH Cloud qu'on vient d'étudier repose sur un paradoxe total. Une maîtrise ultra physique du monde réel. Exactement. Acheter des tonnes de métaux, stocker des disques durs dans des hangars, gérer la chaleur, des câbles et de l'électricité. Et si finalement l'avenir du monde virtuel et de l'intelligence artificielle n'appartenait pas à ceux qui écrivent le meilleur code informatique, mais à ceux qui contrôlent les entrepôts d'acier et de silicium? C'est une super question. La guerre de l'IA, c'est avant tout une guerre d'usines et d'infrastructures. Ouais, une idée à méditer la prochaine fois qu'on vous vendra du virtuel pur.